Et si je vous disais que tout ce qui nous entoure, des galaxies lointaines à la simple tasse de café posée sur votre table, n'est rien d'autre que des mathématiques, non pas que les mathématiques le décrivent, mais qu'il en est littéralement constitué. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des idées les plus audacieuses et les plus stupéfiantes de la science contemporaine, l'hypothèse de l'univers mathématique. Nous tenterons de répondre à une question éternelle. Dieu est-il mathématique? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo et vous découvrirez pourquoi certains physiciens de renom estiment que nous vivons dans une structure mathématique gigantesque et ce que cela implique pour notre compréhension de la réalité, de la conscience et peut-être même du divin. L'idée selon laquelle le monde serait fondamentalement régi par les nombres n'est pas nouvelle. Déjà, au XVIe siècle avant notre ère, le philosophe grec Pythagore proclamait « Tout est nombre ». Lui et ses disciples croyaient que l'harmonie du cosmos, les intervalles musicaux, le mouvement des planètes, tout était régi par des relations mathématiques. Plus tard, Platon a développé cette pensée, suggérant que notre monde physique n'était qu'une ombre, un reflet imparfait du monde des formes et des idées idéales, qui est intrinsèquement un monde d'objets mathématiques. Mais pendant des millénaires, cela est resté du domaine de la philosophie pure. Ce n'est qu'au XXIe siècle que le physicien cosmologiste Max Tegmark a donné à cette idée antique une forme scientifique rigoureuse, en proposant une hypothèse capable de renverser de fond en comble notre conception de la réalité. Commençons donc par découvrir le personnage central de notre histoire. Max Tegmark, professeur au Massachusetts Institute of Technology, le MIT, a formulé son hypothèse de l'univers mathématique, ou HUM en abrégé. Son essence peut se résumer en une seule phrase choc. Notre réalité physique extérieure n'est rien d'autre qu'une structure mathématique. Attention, cela ne signifie pas que le monde ressemble à des mathématiques. Cela signifie qu'il est les mathématiques. Tegmark affirme que tout dans l'univers, y compris vous et moi, fait partie d'un objet mathématique gigantesque. Toutes les propriétés de notre monde, de la masse de l'électron à la courbure de l'espace-temps, peuvent être réduites à de pures propriétés mathématiques. C'est un changement de perception radical. Nous avons l'habitude de considérer les mathématiques comme un outil, un langage que nous utilisons pour décrire le monde. Tegmark, lui, répond « Non, le langage est la réalité elle-même ». Pour comprendre d'où vient cette idée, disons-le, un peu folle, il faut se poser la question qui tourmentait déjà Albert Einstein. Pourquoi les mathématiques sont-elles si déraisonnablement efficaces pour décrire l'univers? Réfléchissez-y. Des physiciens sont assis dans leur bureau, noircissent des tableaux d'équations abstraites et des astronomes pointent ensuite leurs télescopes vers le ciel pour y trouver des objets qui étaient prédits par ces mêmes équations. C'est ainsi qu'on a découvert la planète Neptune, prédit les ondes gravitationnelles et trouvé le boson de Higgs. Comment se fait-il que des symboles abstraits, produits par l'esprit humain, décrivent avec une telle précision les lois fondamentales de la nature? Si l'univers est une structure mathématique, alors l'énigme s'évanouit. Les mathématiques sont efficaces non pas parce que nous avons trouvé une manière astucieuse de décrire le monde. Elles sont efficaces parce que nous décrivons les mathématiques avec les mathématiques. C'est comme si vous décriviez une pomme en utilisant le mot « pomme ». La correspondance est absolue. Penchons-nous un peu plus sur ce débat philosophique. Il existe deux grandes approches concernant la nature des mathématiques. La première, la plus répandue ou la plus intuitive, est appelée le formalisme. Selon cette approche, les mathématiques ne sont rien d'autre qu'un ensemble de règles et d'axiomes créés par l'homme. C'est un peu comme le jeu d'échecs. Nous en avons défini les règles, et les pièces se déplacent en fonction de ces règles. Les objets mathématiques, comme les nombres ou les triangles, n'ont pas d'existence réelle et concrète. Ils ne sont que des concepts utiles présents dans notre esprit. La seconde approche est le platonisme. Elle affirme que les structures mathématiques existent de manière objective et sont indépendantes de l'observateur. Nous ne les inventons pas, nous les découvrons, un peu comme Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Le triangle, avec sa propriété que la somme de ses angles est égale à 180 degrés, existerait même si l'humanité n'avait jamais vu le jour dans l'univers.
l'hypothèse de Tegmark est, en substance, la forme la plus radicale de platonisme. Tegmark va encore plus loin et affirme « Si vous croyez à l'existence d'une réalité extérieure totalement indépendante de l'être humain, alors vous devez admettre que cette réalité n'est rien d'autre qu'une structure mathématique. Pourquoi imaginer cette réalité externe? Pour qu'elle soit vraiment indépendante de nous, elle ne doit contenir aucune de nos conceptions humaines. Des mots comme chaise, caillou ou couleur bleue ne sont que des étiquettes inventées par notre cerveau. Ce ne sont pas des propriétés fondamentales du monde. La seule chose qui puisse exister sans ce bagage humain, ce sont les relations et les structures abstraites. Et quelle est la science qui étudie les structures abstraites? C'est bien la mathématique. Toute loi physique que nous découvrons n'est, par essence, que la mise en évidence d'une régularité mathématique dans la nature. Par conséquent, selon la logique de Tegmark, si le monde extérieur existe, il n'a tout simplement pas d'autre choix que d'être purement mathématique. Cette idée nous mène à un concept encore plus frappant, le multivers. Max Tegmark distingue 4 niveaux de multivers, chacun étant plus étrange et moins intuitif que le précédent. Le niveau 1 est le plus simple et le plus largement accepté en cosmologie. Il repose sur le principe que l'espace est infini. Notre univers observable n'est qu'une minuscule bulle. C'est la région dont la lumière a eu le temps de nous parvenir en 13,8 milliards d'années. Mais au-delà de l'horizon de cette bulle, l'espace se poursuit. On y trouve d'autres galaxies, d'autres étoiles, et peut-être même d'autres copies de nous-mêmes, évoluant dans des conditions parfaitement identiques. Simplement, ils sont si éloignés que nous ne pourrons jamais les observer. C'est un peu comme si l'on regardait l'océan depuis une petite île, vous ne voyez que votre propre horizon, mais vous savez pertinemment que, juste derrière, l'océan continue sans fin. Le deuxième niveau du multivers découle de la théorie de l'inflation cosmique. Selon cette théorie, juste après le Big Bang, notre univers a connu une période d'expansion hyper rapide. Or, ce processus pourrait ne jamais s'arrêter complètement. Il pourrait s'interrompre dans des bulles isolées, formant des univers semblables aux nôtres, mais se poursuivre indéfiniment dans l'espace qui les sépare. Ces univers-bulles peuvent être régis par des lois fondamentales de la physique totalement différentes. Dans l'un, la gravité serait plus forte, dans l'autre, la vitesse de la lumière pourrait varier, et dans un troisième, d'autres particules élémentaires pourraient même exister. Notre univers, avec ses constantes physiques si finement ajustées, qu'elles permettent l'existence de la vie, n'est en fait qu'une variation parmi un nombre infini de possibilités. Nous avons simplement eu la chance d'émerger dans cet univers où les conditions étaient impropices. Cela répond à la question de savoir pourquoi notre monde semble si parfaitement conçu pour nous. Mais c'est là que la véritable magie commence. Ce troisième niveau du multivers est né des bizarreries de la mécanique quantique. Selon son interprétation des mondes multiples, chaque fois qu'un événement quantique peut avoir plusieurs issues possibles, l'univers se ramifie. Tous les résultats possibles se réalisent, mais dans des univers parallèles et distincts. Par exemple, quand un atome radioactif a une chance de se désintégrer, dans un univers, il le fait, et dans l'autre, il ne le fait pas. Et vous-même, en tant qu'observateur, vous vous dédoublez. Votre double dans une des réalités constate la désintégration, tandis que celui de l'autre ne la voit pas. Cela signifie qu'il existe en ce moment même un nombre incalculable de vos doubles, vivant toutes les variations possibles de votre propre vie. Dans l'une d'elles, vous n'avez pas regardé cette vidéo, dans une autre, vous avez appris le chinois, et dans une troisième, vous êtes devenu astronaute. Tous ces mondes sont tout aussi réels que le nôtre. Enfin, nous atteignons le sommet de cette échelle cosmique vertigineuse, le 4e niveau du multivers. C'est l'incarnation même de l'hypothèse de l'univers mathématique. Si, au niveau précédent, les univers se distinguaient par leurs conditions initiales ou leurs constantes physiques, au 4e niveau, ce sont les structures mathématiques fondamentales elles-mêmes qui diffèrent. Tegmark fait ici une déclaration absolument stupéfiante. Toute structure mathématiquement cohérente existe physiquement. Notre univers, régi par les équations complexes de la théorie quantique des champs et de la relativité générale, n'est qu'une de ces structures. Mais quelque part, là-bas, il existe d'autres univers basés sur des mathématiques totalement différentes.
Peut-être y a-t-il un univers fondé sur une géométrie à 5 dimensions, ou un univers où la notion de temps n'existe tout simplement pas. Tout ce qui peut être conceptualisé sous la forme d'une théorie mathématique cohérente et élégante est en réalité physique. Imaginez une bibliothèque gigantesque regroupant tous les livres imaginables. Chaque ouvrage représente une structure mathématique distincte. Notre univers, c'est un volume particulièrement complexe et volumineux, rempli d'histoires fascinantes, comme l'émergence de la vie et de la conscience. Mais juste à côté, sur les étagères, se trouvent d'autres tomes. Certains ne sont que de minces brochures décrivant des mondes très simples où rien ne se passe. D'autres encore sont des ouvrages plus épais et plus complexes que le nôtre. En tant que résidents de notre propre livre, il nous est impossible de feuilleter les autres. Cependant, nous pouvons utiliser les mathématiques pour déduire leur existence. Avec cette conception, la réalité devient infiniment plus riche que tout ce que nous aurions pu imaginer. Tout ce qui est mathématiquement possible se produit quelque part, à un moment donné. C'est le triomphe ultime de l'imagination, soutenu par la logique la plus rigoureuse. Alors, quelle est la place de Dieu là-dedans? Si l'hypothèse de l'univers mathématique est juste, elle apporte un éclairage très particulier sur cette question. Dans cette vision du monde, il n'y a plus de place pour le vieil homme barbu assis sur un nuage et régissant l'univers. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'elle nie l'existence d'un principe supérieur. Si la réalité entière n'est que mathématique, alors le Dieu en question pourrait être compris comme cette structure mathématique fondamentale et englobante. Ce n'est pas une personne, mais plutôt la totalité des lois, de toutes les vérités et de tous les mondes possibles. Ceci rappelle la conception du Dieu de Spinoza ou d'Einstein, qui voyait le divin dans l'harmonie et l'ordre intrinsèque de l'univers. Dans ce sens, étudier les mathématiques et la physique devient une forme de théologie. Nous tentons de déchiffrer les pensées de Dieu, c'est-à-dire de comprendre la structure fondamentale qui a engendré toute chose existante. Un tel Dieu est dénué de toute qualité anthropomorphique, pas de volonté, pas d'émotion, pas de projet. Il est tout simplement. Il est éternel, immuable et même omniscient, car il représente le savoir absolu de toutes les réalités possibles. Cette idée peut paraître froide et abstraite, et pourtant elle possède sa propre grandeur. Elle postule que l'univers n'est ni le fruit du hasard ni absurde. Il est régi par une logique interne et une beauté profonde, la beauté de la vérité mathématique elle-même. Dans ce contexte, notre existence n'est pas le résultat d'un tirage aléatoire, mais la conséquence directe de l'existence d'une structure mathématique suffisamment complexe pour engendrer la conscience de soi. Nous sommes le moyen par lequel l'univers se connaît lui-même. N'y a-t-il pas là quelque chose de profondément poétique, voire spirituel? Bien sûr, une théorie aussi radicale a soulevé de nombreuses critiques. L'un des principaux arguments avancés contre elle est son caractère non falsifiable. En science, une bonne théorie doit formuler des prédictions que l'on peut vérifier par l'expérience. Si l'expérience ne confirme pas cette prédiction, la théorie est considérée comme erronée. Mais comment vérifier l'hypothèse de l'existence d'autres univers basés sur une autre structure mathématique? Par définition, nous ne pouvons pas entrer en contact avec eux. Tegmark affirme que sa théorie permet de faire certaines prédictions. Par exemple, que dans le futur, nous découvrirons de plus en plus de lois mathématiques qui régissent la physique. Mais de nombreux scientifiques trouvent cet argument bien trop faible. Ils vont même jusqu'à dire que l'hypothèse de l'univers mathématique est davantage de l'ordre de la métaphysique ou de la philosophie que de la science véritable, puisqu'il est impossible de la réfuter. Une autre objection majeure concerne ce qu'on appelle le problème du bagage. Les critiques demandent si toutes les structures mathématiques sont réelles, pourquoi nous sommes-nous retrouvés dans celle-ci spécifiquement plutôt que dans une autre beaucoup plus simple? Tegmark y répond en invoquant le principe anthropique. Seules des structures suffisamment complexes peuvent engendrer des observateurs capables de se poser de telles questions. Dans un univers simple, constitué par exemple d'un seul nombre, il n'y aurait tout simplement personne pour prendre conscience de son existence. Néanmoins, cette réponse ne fait pas l'unanimité. De plus, reste la question fondamentale de la conscience.
Comment une structure purement mathématique peut-elle générer le ressenti subjectif, la sensation du rouge ou le goût du chocolat? C'est l'un des défis majeurs pour lequel l'hypothèse de l'univers mathématique n'a, pour l'instant, pas de réponse vraiment satisfaisante. Il existe également une version plus terre-à-terre, ou disons plus accessible, de cette idée, qui a gagné une popularité incroyable ces dernières années, notamment grâce à Elon Musk et à d'autres figures influentes. C'est l'hypothèse de la simulation. Elle postule que notre univers n'est qu'une simulation informatique sophistiquée, élaborée par une civilisation beaucoup plus avancée que la nôtre. Dans ce scénario, les lois de la physique ne seraient que de simples lignes de code, et nos particules élémentaires de simples pixels affichés sur un écran gigantesque. Cette notion paraît plus intuitive que l'idée d'une structure mathématique abstraite, car nous sommes nous-mêmes créateurs de simulations dans nos jeux vidéo. Il nous est facile d'imaginer les programmeurs ayant lancé notre réalité. Cette hypothèse, contrairement à l'hypothèse de l'univers mathématique, propose même des moyens de vérification. Par exemple, on pourrait tenter de détecter des bugs ou des glitches dans la matrice, c'est-à-dire des violations des lois de la physique à très petite échelle. Quel est le lien exact entre l'hypothèse de la simulation et celle de l'univers mathématique? En substance, une simulation n'est qu'un cas particulier de structure mathématique. Tout programme informatique repose sur un algorithme, lequel peut être décrit de manière purement mathématique. Par conséquent, même si nous vivons dans une simulation, cela signifie que nous sommes toujours dans un univers mathématique. Seulement, dans ce scénario, son créateur n'est pas un monde platonicien d'idées abstraites, mais des programmeurs bien réels, opérant depuis une autre réalité. Néanmoins, l'hypothèse de Tegmark va plus loin et se révèle plus fondamentale. Elle stipule que l'existence de l'univers ne nécessite ni ordinateur ni programmeur. La structure mathématique elle-même constitue la réalité. Elle n'a pas besoin d'être exécutée sur quoi que ce soit. Elle existe par elle-même du simple fait de sa cohérence mathématique. Revenons à notre monde et observons comment cette hypothèse modifie notre vision des choses habituelles. Prenons l'exemple du temps. Dans notre perception, le temps s'écoule inéluctablement du passé vers le futur. Pourtant, dans la plupart des équations physiques, le temps n'est qu'une autre dimension, au même titre que la longueur ou la largeur. L'hypothèse de l'univers mathématique pousse cette idée jusqu'à sa conclusion logique. Si l'univers est une structure mathématique, quadridimensionnelle, composée de 3 dimensions spatiales et d'une temporelle, alors tous les instants, passé, présent et futur, coexistent simultanément et sont également réels. Votre naissance, l'instant précis où vous regardez cette vidéo, et votre vieillesse ne sont rien d'autre que de simples coordonnées au sein de cette structure. Le sentiment de l'écoulement du temps n'est qu'une illusion créée par notre conscience qui parcourt cette structure de manière séquentielle. Mais qu'en est-il du libre arbitre? Si l'avenir est déjà inscrit dans la structure mathématique, cela signifie-t-il que toutes nos actions sont entièrement prédéterminées? Pas exactement. Rappelons le 3e niveau du multivers, le dédoublement quantique. Chaque choix que vous faites crée une nouvelle réalité. Au moment où vous décidez de prendre un café ou un thé, l'univers se divise. Dans une branche, vous buvez du café, dans l'autre du thé. Ces deux réalités coexistent. Votre libre arbitre ne réside pas dans le choix d'une seule option, mais dans le fait de savoir quelle version de vous-même, parmi vos copies infinies, se retrouvera dans quelle branche de la réalité. Vous ne choisissez pas le chemin, vous vous découvrez simplement sur l'un des innombrables chemins qui existent tous simultanément. C'est une conception du choix très étrange, certes, mais elle découle logiquement du postulat selon lequel tout ce qui peut arriver, arrive. Cette théorie offre également une solution élégante au paradoxe du commencement des temps. Qu'y avait-il avant le Big Bang? Cette question met la cosmologie traditionnelle à rude épreuve, car avant le Big Bang, le temps et l'espace n'existaient tout simplement pas. Mais pour une structure purement mathématique, la question du commencement n'a aucun sens. Le nombre 5 existe-t-il dans le temps? A-t-il commencé à exister à un moment donné? Non, il est tout simplement en dehors du temps. De la même manière, la structure mathématique de notre univers existe tout simplement.
Elle n'a pas été créée, elle n'est pas sortie du néant, elle est éternelle. Le Big Bang n'est pas le commencement de l'existence. Il est simplement un point au sein de cette structure, un point que nous nommons le début, en raison de notre perception intrinsèque du temps. Ceci élimine la nécessité d'une cause première ou d'un créateur, du moins dans l'acception traditionnelle. Mais alors, pourquoi cette structure mathématique en particulier et non une autre? Pourquoi notre monde est-il décrit spécifiquement par la mécanique quantique et la théorie de la relativité? Tegmark suggère que les différentes structures mathématiques pourraient avoir des niveaux de complexité variés. Il existerait peut-être un principe, s'apparentant à la sélection naturelle, qui favoriserait les structures plus complexes et plus stables, celles capables de donner naissance à des observateurs conscients. Notre univers pourrait s'être avéré être le vainqueur de cette compétition structurelle cosmique, ou alors peut-être que toutes les structures sont tout aussi réelles et que nous nous trouvons simplement dans celles-ci par pur hasard. C'est là l'une des questions les plus fondamentales et les moins résolues de cette hypothèse. Trouver une réponse à cette interrogation est peut-être bien le défi majeur de la physique du XXIe siècle. En définitive, l'hypothèse de l'univers mathématique nous contraint à reconsidérer la notion même d'existence. Que signifie réellement exister? Nous avons l'habitude de considérer que seuls existent les objets physiques palpables. Or, cette théorie postule que le niveau le plus fondamental de la réalité réside dans les idées abstraites, les relations et les lois. La matière, l'énergie, l'espace et le temps ne seraient que des manifestations d'une essence mathématique plus profonde. C'est un monde où l'idée est première et la matière secondaire. Adopter ce point de vue représente un saut intellectuel colossal, comparable au passage de la Terre plate à la Terre sphérique. Il modifie non seulement notre appréhension du cosmos, mais également notre perception de nous-mêmes en tant qu'êtres pensants, engendrés par cette incroyable symphonie mathématique. Alors, récapitulons. Selon l'hypothèse de l'univers mathématique de Max Tegmark, la réalité n'est pas simplement décrite par les maths. La réalité est les maths. Nous ne sommes tous que des parties conscientes d'une structure mathématique gigantesque et incroyablement complexe. L'implication la plus frappante de cette théorie, c'est l'existence du niveau 4 du multivers, où tout système mathématiquement cohérent constitue un univers réel et distinct. Notre monde n'est donc qu'un parmi une infinité d'autres. Alors, Dieu est-il les mathématiques? La théorie ne fournit aucune réponse quant à l'existence d'un Dieu personnel, mais elle suggère que le substrat fondamental de l'existence, le plan ou le code, même de la réalité, pourrait être un monde éternel et parfait de vérité mathématique. Peut-être que le cerveau de Dieu dont parlait Einstein n'est autre que cette structure globale et englobante. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette théorie vous a autant fait exploser le cerveau qu'à moi, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations aux frontières de la science et de la philosophie. Et vous, qu'en pensez-vous? Vivons-nous réellement dans un univers mathématique, ou bien les mathématiques ne sont-elles qu'un simple outil, très pratique, inventé par l'homme? Laissez votre avis dans les commentaires. Je serai très curieux de vous lire